Et si je vous disais qu'il existe, caché dans votre tiroir à outils, un appareil capable de faire chuter la température de votre pièce de plusieurs degrés, sans électricité gourmande, sans gaz réfrigérant, sans facture qui explose à la fin du mois? Et que cet appareil, les civilisations du désert le connaissaient déjà il y a plus de 2000 ans? Ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas un gadget miracle vendu sur Internet. C'est un principe physique si simple, si élégant, qu'il a permis à des populations entières de survivre dans certaines des régions les plus chaudes de la planète, des siècles avant l'invention du compresseur électrique. Et aujourd'hui, avec un simple ventilateur, un morceau de tissu et quelques euros, vous pouvez recréer ce même phénomène chez vous. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais non seulement vous expliquer la science exacte derrière ce système, mais aussi vous montrer comment le construire, où il fonctionne vraiment, où il ne sert à rien, et pourquoi cette technologie millénaire a été abandonnée au profit d'une solution bien plus coûteuse et bien plus fragile qu'on ne le pense. Chaque été, dans les foyers du monde entier, le même rituel se répète. On ferme les volets, on attend le soir, on regarde le thermomètre grimper. Et pour ceux qui en ont les moyens, on allume la climatisation, cette boîte électrique qui aspire l'air chaud, le compresse, le refroidit et le recrache, au prix d'une consommation électrique qui ne cesse d'augmenter d'année en année. Le problème, c'est que climatiser une maison n'a jamais été aussi cher. Entre la hausse du prix de l'électricité, le coût d'installation des unités split et l'entretien régulier des filtres et du gaz réfrigérant, refroidir un simple salon peut représenter, sur une saison, plusieurs centaines d'euros. Et pourtant, à peine un siècle avant l'apparition de la climatisation moderne, Gion, où la température dépassait les 45 degrés en plein été, sans jamais souffrir de la chaleur de la même manière que nous aujourd'hui. Comment faisait-elle ? La réponse tient en un mot que la plupart des gens ont oublié : l'évaporation. Ce principe, aussi vieux que l'humanité elle-même, a été relégué au rang de curiosité historique le jour où l'électricité bon marché et les compresseurs mécaniques sont devenus la norme. Pourquoi apprendre à maîtriser un phénomène naturel quand une machine peut le faire à votre place ? Le problème, c'est que cette machine a un coût, une empreinte environnementale et une dépendance totale à un réseau électrique de plus en plus sollicité. Le refroidissement par évaporation, lui, ne demande presque rien. Et c'est exactement ce que nous allons redécouvrir ensemble. Pour comprendre d'où vient cette technologie, il faut remonter loin, très loin. On retrouve des traces de refroidissement évaporatif dès l'Égypte antique, où des esclaves et des serviteurs agitèrent des éventails devant des jarres d'eau poreuse suspendues dans les couloirs des demeures royales. L'air, en traversant la surface humide de la jarre, se rafraîchissait avant de circuler dans la pièce. Les Égyptiens ne connaissaient pas la thermodynamique moderne, mais ils avaient observé par pur empirisme que l'eau qui s'évapore emporte la chaleur avec elle. En Perse, cette observation a été poussée à un niveau d'ingénierie remarquable. Les tours à vent, que l'on appelle badjir, capturaient les courants d'air en hauteur et les guidaient vers le bas, parfois à travers des bassins d'eau ou des canaux souterrains, avant de les diffuser dans les habitations. Le résultat, un air naturellement rafraîchi, sans aucune source d'énergie autre que le vent lui-même. En Inde, pendant la période coloniale britannique, on employait des personnes appelées punkawallas, chargées d'agiter d'immenses éventails suspendus au plafond, parfois recouverts de tissus humides, pour produire un courant d'air évaporatif dans les grandes résidences. Cette pratique, bien que liée à une histoire sociale difficile, illustre à quel point ce principe physique était universellement compris et exploité sur plusieurs continents, bien avant l'ère industrielle. Même dans l'Amérique rurale du début du XXe siècle, avant la démocratisation de la climatisation électrique, de nombreux foyers du sud-ouest des États-Unis utilisaient des dispositifs appelés swamp coolers, littéralement des refroidisseurs de marécage. Le principe était identique, faire passer de l'air sec à travers un matériau humide pour en abaisser la température avant qu'il ne pénètre dans la maison. En Amérique du Sud, chez certains peuples andins, on retrouve des pratiques similaires liées à la conservation des aliments et au rafraîchissement des habitations en altitude, où l'air sec et l'exposition au vent étaient exploités de manière presque instinctive pour créer des microclimats intérieurs plus supportables. Et dans les régions désertiques d'Afrique du Nord, certaines architectures traditionnelles en pisé intégraient déjà des ouvertures orientées stratégiquement pour capter les vents dominants et les faire passer au-dessus de bassins d'eau intérieurs, une version rudimentaire mais fonctionnelle du même principe que celui des badjirs persans. Ce qui est fascinant, c'est que toutes ces civilisations, séparées par des milliers de kilomètres et des siècles d'histoire, sont arrivées indépendamment à la même conclusion scientifique. Elles n'avaient ni thermomètre précis, ni équation de la thermodynamique, ni connaissance formelle de la chaleur latente. Elles avaient simplement observé, année après année,
génération après génération, que l'eau qui disparaît dans l'air laisse derrière elle une sensation de fraîcheur. Cette observation empirique, transmise de bouche à oreille et de bâtisseur à bâtisseur, allait des siècles plus tard être formalisée avec une précision mathématique par la physique moderne. Alors entrons dans le vif du sujet. Comment, exactement, l'évaporation parvient-elle à refroidir l'air ? Tout repose sur un concept que les physiciens appellent la chaleur latente de vaporisation. Lorsque l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux, elle a besoin d'énergie pour effectuer cette transformation. Cette énergie, elle ne la fabrique pas elle-même, elle la puise directement dans son environnement immédiat, sous forme de chaleur. Concrètement, quand une molécule d'eau s'évapore, elle absorbe de l'énergie thermique de l'air qui l'entoure. Et cet air, ayant perdu une partie de sa chaleur, devient plus frais. C'est exactement le même mécanisme qui explique pourquoi vous ressentez du froid en sortant d'une piscine, même par une journée chaude. L'eau sur votre peau s'évapore, et en s'évaporant, elle absorbe la chaleur de votre corps. Le refroidissement évaporatif domestique fonctionne selon un principe identique, mais appliqué de manière contrôlée à un flux d'air. Quand on place un tissu humide, une éponge saturée, ou même un bloc de glace devant un ventilateur, l'air propulsé par les pales traverse cette surface humide et froide. Une partie de l'eau s'évapore instantanément au contact de l'air en mouvement, absorbant la chaleur ambiante dans le processus. L'air qui ressort de l'autre côté est donc mesurablement plus frais que l'air qui est entré. Mais il a un facteur essentiel que la plupart des gens ignorent, et qui explique pourquoi ce système fonctionne à merveille dans certaines régions et se révèle presque inutile dans d'autres, l'humidité relative de l'air ambiant. L'évaporation ne peut se produire efficacement que si l'air a de la place pour absorber davantage de vapeur d'eau. Dans un climat sec, comme celui du désert du Sahara, du sud de l'Espagne en été, ou de certaines régions du Maroc ou de la Californie, l'air est loin de son point de saturation. Il peut donc absorber beaucoup d'humidité, et ce processus d'évaporation intense génère un refroidissement significatif, parfois jusqu'à 8 ou 10 degrés Celsius par rapport à la température extérieure. En revanche, dans un climat humide, comme on peut en trouver en été en Louisiane, dans certaines régions côtières de la France, ou en Asie du Sud-Est, l'air est déjà proche de la saturation. Il ne peut absorber que très peu d'humidité supplémentaire, et l'évaporation se fait beaucoup plus lentement, produisant un effet de refroidissement minime, voire inexistant. C'est la raison scientifique précise pour laquelle un refroidisseur évaporatif, aussi bien conçu soit-il, ne remplacera jamais une climatisation électrique dans une région à forte humidité. C'est un point crucial, et c'est probablement l'information la plus importante de cette vidéo. Ce système n'est pas une solution universelle. C'est un outil précis, efficace dans des conditions précises. Les scientifiques utilisent d'ailleurs une notion précise pour mesurer ce potentiel de refroidissement. La température humide ou température du bulbe humide. Il s'agit de la température la plus basse que l'on peut atteindre par évaporation, dans des conditions données d'humidité et de température de l'air. Plus l'écart entre la température de l'air sec et cette température humide est grand, plus le potentiel de rafraîchissement par évaporation est important. Dans le désert du Nevada en plein été, cet écart peut dépasser 15 degrés Celsius, ce qui explique pourquoi les refroidisseurs évaporatifs y sont si populaires et si efficaces. En bord de mer Méditerranéen, en revanche, cet écart se réduit considérablement à cause du taux d'humidité plus élevé apporté par la proximité de l'eau, limitant d'autant l'efficacité du système. Il existe également un phénomène physique complémentaire qui renforce l'effet ressenti, la vitesse de l'air produite par le ventilateur lui-même. Même sans aucune humidité ajoutée, un flux d'air en mouvement accélère l'évaporation de la transpiration à la surface de la peau, procurant une sensation de fraîcheur, un principe que les scientifiques appellent le refroidissement convectif. En combinant ce refroidissement convectif du ventilateur avec le refroidissement évaporatif du tissu humide, on obtient un effet cumulatif nettement supérieur à celui d'un simple ventilateur utilisé seul, sans que la température réelle de la pièce n'ait besoin de chuter de manière spectaculaire pour que la sensation de confort soit nettement améliorée. Voyons maintenant comment appliquer concrètement ce principe avec un simple ventilateur pour un coût dérisoire. La méthode la plus simple consiste à utiliser un bol ou un bac peu profond, rempli de glaçons ou d'eau très froide, placé directement devant le flux d'air du ventilateur. L'air, en passant au-dessus de la surface froide, se charge en humidité fraîche et transporte cette fraîcheur dans la pièce. Ce n'est pas la méthode la plus efficace, mais c'est la plus accessible. Elle ne coûte rien de plus que le prix des glaçons. Une méthode plus efficace, et c'est celle qui justifie véritablement le titre de cette vidéo, consiste à utiliser une serviette ou un tissu en coton, trempé dans l'eau froide et essoré, pour rester humide sans dégouliner, que l'on suspend directement devant la grille du ventilateur.
la surface de tissu, bien plus grande que celle d'un simple bol d'eau, multiplie considérablement la quantité d'évaporation possible, et donc l'effet de refroidissement. Multiplie considérablement la quantité d'évaporation possible, et donc l'effet de refroidissement.